Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Texama Show comme d'habitude pour l'actualité informatique et technologique de la semaine. On a pas mal d'actualités, notamment Apple cette semaine-ci, parce que ils ont fait plein d'annonces sur une semaine plutôt que de faire toutes les annonces d'une fois, parce qu'ils se sont dit, hey, comme ça on reste dans l'actualité plus longtemps, sauf que moi je vais tout traiter en un seul Texama Show. Enfin bref, nous avons aussi des news au niveau GPU, notamment les RTX 5000 et les RX 8000, on sait à peu près quand elles vont arriver maintenant. Nous avons aussi des news au niveau CPU. Voilà, il y en a un peu pour tout le monde. Vous avez une table de matière dans la description ainsi que sur la barre de lecture. Commençons tout de suite. La première grosse news de la semaine, c'est le fait que Apple va enfin passer à 16 Go de RAM minimum sur tous leurs Mac, y compris les Mac qui sont déjà sortis. Donc si on regarde le MacBook Air 13 pouces en version M2, vous pouvez voir que maintenant, l'option minimum au niveau RAM, c'est 16 Go et c'est toujours le prix de base de 1199 €. Donc ça, c'est évidemment une très bonne news pour tout le monde. Après, évidemment, on ne va pas non plus jeter des fleurs à Apple parce que c'est quelque chose qu'ils auraient déjà dû faire depuis très longtemps. Ce n'est pas courageux de leur part, comme ils aiment bien utiliser ce terme, de mettre 16 Go de RAM. Ça coûte presque rien de rajouter 8 Go de RAM. Pour ceux qui ne savent pas, les Mac M1, M2, M3, M4 utilisent souvent il me semble c'est la LPDDR5X, qui est le même genre de RAM que vous avez par exemple dans des smartphones, mais aussi dans des ordinateurs portables assez compacts. Et c'est évidemment une des RAM les plus avancées qu'on a à l'heure actuelle, en attendant que la LPDDR6 arrive. Mais c'est du coup pas une RAM qui coûte très cher. Surtout si vous êtes Apple, quand vous commandez des millions de puces, passer d'une puce de 8 Go à 16 Go, ou il me semble qu'ils mettent peut-être deux puces de 4 Go, bref, dans tous les cas, augmenter la quantité de mémoire sur ces Macs-là, même le Mac de base le moins cher possible, ça va leur coûter rien du tout. Ça va leur coûter maximum 5-10 $ sur chaque Mac. Et c'est en tenant compte des prix actuels du marché si vous êtes une entreprise normale. Si vous êtes Apple et que vous en commandez des millions de puces LPDDR5X, vous avez un prix. Vous avez un très bon prix. Et là, du coup, ça va juste être quelques dollars de rajouter 8 Go de RAM. Donc oui, ne jetez pas des fleurs à Apple. Mais quoi qu'il arrive, une très bonne nouvelle pour le grand consommateur parce que vous avez enfin des Macs avec une quantité de RAM, selon moi, qui est utilisable. Genre 16 Go, c'est plutôt bon. C'est pas incroyable pour tout le monde, mais pour un MacBook Air, c'est largement suffisant et ça devrait durer dans le temps, surtout. C'est ça qui est intéressant. Alors, par contre, malheureusement, Apple reste Apple. Le stockage est toujours à 256 Go de base, ce qui est ridiculement bas en 2024. Ça devrait être clairement plus haut. Surtout que pour rajouter, vous voulez rajouter 256 Go de stockage sur votre nouveau MacBook M2 Air de base, eh bien, il vous faudra rajouter 230 € au prix. Littéralement, Apple vous fait pratiquement payer 1 € du giga sur cet appareil. C'est abusé. Pour information, pour ce prix-là, genre un SSD. Alors, les SSD des Mac ne sont pas une technologie, on va dire, révolutionnaire. Ça reste le même genre de puce mémoire que vous avez sur d'autres SSD. Ils peuvent faire en général du 4 à 5 Go à la seconde, ce qui est plutôt bon. Mais vous pouvez acheter des SSD M.2 NVMe qui font du 7 Go à la seconde pour 120 € et ils font 2 Tera. Donc vous pouvez avoir 2 Tera pour la moitié du prix et le stockage est encore plus rapide. Donc oui, Apple, vous êtes gentil de nous donner plus de RAM, mais donnez-nous plus de stockage ou en tout cas faites que l'upgrade de stockage soit moins cher parce que ça c'est juste abusé. C'est juste abusé en termes de prix. Ensuite, Apple a aussi annoncé leur nouveau MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces. Et là aussi, ils profitent évidemment d'une augmentation de la quantité de mémoire minimum, ce qui est très intéressant sur le MacBook Pro 14 pouces en M4 parce que ça veut dire qu'il a réellement maintenant 16 Go de RAM et ça le rend plus utilisable pour des tâches actuellement professionnelles parce que je rappelle que la version M3 n'avait que 8 Go de RAM sur le modèle de base qui était une honte pour un ordinateur considéré comme pro. Mais bon, bref, dans tous les cas, je peux paraître un peu négatif comme ça, mais en réalité, ce que fait Apple est très intéressant avec leur ordinateur. C'est juste que des fois où ils sont clairement un petit peu bullshit avec notamment leur prix ou juste leur justification de pourquoi ils font certaines choses. Notamment, ils disent qu'ils sont pour l'environnement et puis après, ils soudent tout sur la carte mère. Donc ouais, juste voilà. J'aime bien Apple, mais il y a aussi une partie de haine. C'est une relation de haine et d'amour. Enfin bref, dans tous les cas, et je possède des appareils Apple, je tiens à le préciser. Bref, dans tous les cas,
ces nouveaux MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces n'ont pas d'énormes différences physiques, vraiment. La seule différence, c'est que le modèle M4 a maintenant une couleur noire sidérale, donc ma foi, ok. Mais la grosse différence, c'est juste au niveau du SoC des puces M4 que vous avez à l'intérieur. Et ces puces M4 sont très intéressantes, on va en parler un petit peu après. Vous avez aussi évidemment la quantité de RAM minimum qui a été augmentée, notamment sur le modèle M4 Pro, c'est-à-dire que vous avez maintenant 24 Go de RAM minimum. Et sur le modèle M4 Max, vous avez 36 Go. Donc ça, c'est évidemment une très bonne chose pour ceux qui vont avoir besoin de cette RAM. Par contre, on a toujours 512 Go de stockage minimum, ce qui est en 2024, voilà. Surtout que, là, j'adore la logique Apple. On va regarder. Hein. Vous avez 512 Go de stockage, vous voulez augmenter à 1 Tera, ça coûte 230 €. OK. Vous voulez faire la même chose sur le MacBook Air, de 256 Go à 512 Go, c'est 230 €. Apple, littéralement, à chaque fois que vous voulez juste doubler la quantité de stockage, c'est toujours 230 €, sauf quand vous passez à 2 Tera, et là, c'est ça coûte plus cher, hein, 460 €. Je comprends pas trop la logique, mais bon, bref, dans tous les cas, c'est Apple, hein, on les connaît. Aussi bizarre, l'adaptateur USB type C fourni de base est seulement à 70 watts et vous devez payer 20 balles. Apple économise 20 balles juste pour mettre un adaptateur 70 watts au lieu de 96 watts. Ça, je trouve ça assez honteux. Il me semble que c'était déjà le cas sur les anciens Mac Pro, mais Apple, juste fournissez l'adaptateur correct directement, mais bon. Apple. Vous voyez à quel point des fois ils économisent sur des broutilles, vraiment des trucs qui ne servent à rien et juste pour quelle raison, je ne sais même pas. Dans tous les cas, même si ces MacBooks restent basiquement les mêmes, ils ont aussi une autre nouveauté et ça vient avec les puces M4 Pro et M4 Max et c'est le fait qu'ils sont compatibles Thunderbolt 5. Même tous les ports USB type C de ces deux MacBook Pro, et il y en a 3, sont tous compatibles Thunderbolt 5 et ça, c'est une vraiment bonne chose parce que le Thunderbolt 5 est assez prometteur. Il peut, pour information, avoir des débits théoriques jusqu'à 80 gigabits à la seconde, ce qui est assez énorme. C'est 2 fois la vitesse de l'USB 4.0 et du Thunderbolt 4.0. Et même dans certains cas, vous pouvez aller jusqu'à 120 gigabits à la seconde en un seul sens. Donc, si vous envoyez des données dans un seul sens, pas dans les deux sens dans le câble. Donc, par exemple, pour des écrans, c'est génial parce que un écran, vous faites que afficher, donc vous avez juste des données qui passent dans un sens, et là, vous pouvez aller jusqu'à 120 gigabits à la seconde, ce qui vous permettrait d'avoir 3 écrans 4K 120 Hz sur un seul port Thunderbolt 5.0. Donc ça, c'est plutôt bon. Alors, il y a très peu d'appareils compatibles Thunderbolt 5 pour le moment, tenez-en compte, il me semble qu'il y en a basiquement un, à part ces Macs-là, mais on va dire, au niveau périphérique que vous pouvez brancher, il n'y en a qu'un, il me semble que c'est une sorte de disque dur externe ou autre chose, donc voilà, pas une énorme quantité, mais les futurs écrans, notamment d'Apple, qui vont sortir et tout ça, seront compatibles normalement, donc ça, c'est une très bonne chose à avoir fourni de base dans ces MacBook Pro. Bon, par contre, le modèle M4 de base, lui, n'a que des ports Thunderbolt 4.0, donc pas de Thunderbolt 5 pour le modèle de base. Et enfin, le dernier produit annoncé par Apple, c'est le nouveau Mac Mini qui a totalement été mis à jour ici parce que Apple en a profité pour mettre à jour le design pour être plus en accord avec leur Mac actuel. Donc comme vous pouvez voir, il ressemble assez bien à une Apple TV. Surtout quand vous le voyez du dessus comme ça. Il est un peu plus gros qu'une Apple TV. Il a un design très inspiré du Mac Studio, mais qui est beaucoup plus petit. Il est apparemment 50% plus petit que le Mac Mini d'ancienne génération. Il est toutefois un petit peu plus haut. Ça peut se voir un petit peu avec les ports, mais il est un petit peu plus haut. Il est clairement moins large, il est clairement moins profond, mais il est un petit peu plus haut. Donc, on perd un petit peu d'un côté et on gagne de l'autre, ma foi. Mais quoi qu'il arrive, il est extrêmement compact et on a pu le voir aussi derrière. L'alimentation est directement intégrée. Donc le port d'alimentation est juste là. Donc c'est intégré. Donc vous n'avez pas une brique externe ou autre chose qui rajoute à la taille de l'ordinateur. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Il y a toujours un ventilateur pour ceux qui se demandent dedans. Le Mac Mini, l'ancien Mac Mini avait un ventilateur aussi, mais il y avait beaucoup d'espace vide dedans. Donc vous pourriez vous dire, oh, il est beaucoup plus petit, donc il y aura beaucoup moins de capacité de refroidissement, mais pas forcément le cas parce que, encore une fois, l'ancien Mac Mini était très inutilisé à l'intérieur, mais ça reste quand même une sacrée diminution de taille et j'essaye de retrouver, il y a une vidéo qui le montre. Autre choix bizarre pendant que je le vois,
le bouton Power qui était à l'arrière avant sur le Mac Mini, ce qui était déjà bizarre, maintenant il est à l'arrière, en dessous. Mais comme vous avez cette forme un peu bizarre qui est inspirée du Mac Studio, vous pouvez glisser votre doigt en dessous et appuyer dessus. Je ne comprends pas trop la logique personnellement, parce que pourquoi ne pas mettre juste le bouton à l'avant? Est-ce que ça casse l'esthétique Apple ou autre chose? Je ne sais pas trop, mais voilà, vous avez un bouton en dessous. Est-ce que c'est le plus pratique? Pas du tout. Mais c'est ce que vous avez parce qu'Apple a décidé que ce serait comme ça. Alors voilà, j'ai trouvé la vidéo. Je ne sais pas pourquoi elle ne jouait pas automatiquement, mais dans tous les cas, vous pouvez voir que l'air rentre par l'avant, en dessous, et ressort par en dessous à l'arrière, ce qui est pas forcément le plus logique en termes de flux d'air, parce que même le Mac Studio prend de l'air en dessous, mais le jette sur la tranche arrière de celui-ci. Donc, pas totalement convaincu. Et comme vous pouvez voir aussi, si j'arrive pas à rejouer à la vidéo, mais il y a beaucoup moins d'espace dedans. Donc ça, c'est la seule question que je me pose, c'est est-ce qu'il va être refroidi correctement? Évidemment, les puces M4 sont très efficaces au niveau énergétique, mais est-ce que Apple va nerfer la puce pour éviter que ça surchauffe? Parce que ça, ils ont déjà été pris la main dans le sac à faire ça. Quand vous voyez un iPad forcément avec une puce M4 et puis un Mac avec une puce M4, vous n'avez pas forcément la même puce M4. Il y en a une qui est des fois souvent bridée au niveau des fréquences et tout ça pour tenir dans cette plus petite enveloppe thermique. Donc même si vous pourriez vous dire c'est la même, c'est pas du tout le cas. Donc là, c'est ce que je me demande. Après, ce Mac Mini est quand même prévu avec une version M4 Pro qui est évidemment beaucoup plus puissante et qui devrait chauffer plus. Donc là, il faudra voir est-ce que ils mettent un plus petit refroidissement dans la version M4 et puis ils mettent un plus gros refroidissement dans la version M4 Pro. Peut-être, probablement, ils ont déjà fait ça par le passé. Ou alors, est-ce que juste c'est le même refroidissement et du coup la version M4 sera très bien refroidie parce que le refroidissement est prévu pour une beaucoup plus grosse puce. Ça, ce serait évidemment le plus intéressant. Au niveau des ports et tout ça, alors évidemment la version Pro a des ports Thunderbolt 5. Donc ça, c'est juste exceptionnel. Après, ça coûte beaucoup plus cher, 1669 euros. Donc ça, à voir si c'est vraiment intéressant. Pour moi, le plus intéressant, c'est le modèle de base, surtout que maintenant, il est encore une fois, à 16 Go de RAM minimum. Donc vous avez 16 Go de RAM, vous avez le CPU 10 cœurs, le GPU 10 cœurs, donc pas une version plus petite. Vous avez du coup 256 Go de stockage qui peut être facilement. Là, c'est pas un MacBook Air que vous devez trimballer et qu'avoir un SSD externe serait embêtant. Là, il est sur un bureau, donc vous pouvez sans problème avoir un câble USB type C vers un boîtier externe avec un SSD qui vous coûtera moins cher que l'upgrade de stockage et vous pourrez mettre 2 Tera dedans qui sera presque aussi rapide que le stockage interne et augmenter la capacité de stockage de ce modèle de base. Donc en vrai, pour 719 euros, c'est plutôt intéressant. Je dirais même c'est l'un des Macs les plus intéressants depuis depuis pas mal d'années. Depuis, selon moi, même le premier Mac Mini en version M1, franchement. Donc ça pourrait être très intéressant pour beaucoup de personnes. Alors, pour ceux qui... Alors, il faut le savoir que les Mac Mini étaient très utilisés, notamment en data center, parce qu'ils sont plutôt puissants et assez compacts et consomment pas non plus énormément, donc c'est parfait pour les data centers. Et puis, ils restent économiques en termes de coût. Donc, il y en a beaucoup qui les utilisent. Ils ont même des racks spéciaux où ils peuvent monter plein de Mac Mini. Et voilà, vous pouvez voir là des racks conçus pour monter les Mac Mini. Et là, vous avez même une version verticale. Donc oui, c'est quelque chose qui est très populaire. Mais la question que je me pose là, c'est que forcément, le format est totalement différent. Donc les racks vont devoir être redesignés. Alors, pour ceux qui ont des data centers, c'est un peu embêtant parce que ça veut dire qu'ils ne vont pas pouvoir simplement upgrade d'un Mac Mini vers l'autre. Ils vont devoir redesigner ou rechanger leur rack. Pour les constructeurs de racks, par contre, ils vont être très contents parce que littéralement, ils vont pouvoir vendre des nouveaux racks. Mais bon. Et aussi, un truc assez important, c'est que par défaut, il a du gigabits Ethernet. Donc 1 gigabit pour le port Ethernet. Et quelque chose qui est très populaire avec le Mac Mini, c'est que vous pouvez le configurer avec du 10 gigabits. Et là, c'est une option que vous pouvez configurer indépendamment du reste. Donc pas besoin de prendre plus de RAM, plus de stockage pour l'avoir. Donc ça, c'est cool. Mais ça vous coûte quand même 115 euros le port 10 gigabits. Donc là, ça augmente le coût de ce Mac Mini qui est toutefois toujours très intéressant, mais oui. Peut-être que là, je me dis, si vous n'avez pas besoin du 10 gigabits, surtout si vous n'avez pas le réseau, peut-être prenez un adaptateur USB type C qui fait du 2,5 gigabits, ce serait déjà une très bonne upgrade et peut-être largement suffisant pour la plupart des gens. Mais bon, bref, dans tous les cas,
pour moi, ce Mac Mini est très intéressant. Maintenant, on en arrive aux puces M4 Pro et M4 Max qui ont été évidemment annoncées, qui sont sorties avec ces nouveaux Mac. Et là, il y a pas mal de choses à dire. Alors, on n'a pas encore les chiffres de performance réels de personnes qui vont tester. Donc, on a juste les chiffres de Apple qui sont évidemment très prometteurs, mais c'est les chiffres Apple, donc tenez-en compte. Donc, il faudra attendre un petit peu avant d'avoir les vrais chiffres de performance, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a des bonnes upgrades au niveau de ces puces M4, et notamment au niveau de la puce M4 Pro. Parce que si vous regardez, la puce M2 Pro avait 8 cœurs haute performance, 4 haute efficacité énergétique, et la puce M3, elle, était redescendue à 6, mais avait eu 2 cœurs haute efficacité énergétique en plus. Ce qui veut dire que la puce M3 Pro était plutôt efficace au niveau énergétique, mais l'upgrade de performance était plutôt meh. Et même la bande passante mémoire avait diminué. Donc au final, c'était discutable comme upgrade. Le GPU aussi avait diminué en taille, donc pas le plus intéressant pour tout le monde. Maintenant, avec cette puce M4 Pro, Apple a enfin fait une vraie upgrade. Donc vous avez une puce évidemment avec un peu moins de cœurs qui sera à 8 plus 4. Et vous aurez la plus grosse puce M4 Pro qui aura 10 cœurs haute performance, 4 cœurs haute efficacité énergétique, ce qui est une grosse upgrade, et surtout on aura un GPU 20 cœurs et surtout une upgrade de la bande passante mémoire à 273 GB à la seconde, ce qui est évidemment mieux que les 204 qu'on avait avant. Alors ça, c'est surtout pour le GPU que c'est intéressant, parce que les GPU ont toujours besoin de plus de bande passante mémoire. Vous pouvez le voir d'ailleurs avec les cartes graphiques modernes. Si vous overclockez la mémoire d'un GPU, vous augmentez à peine la consommation, mais vous souvent décuplez les performances, parce que beaucoup de GPU manque de bande passante de mémoire en fait. Donc ça va aider le GPU à être encore plus performant, en plus des cœurs GPU qui ont été rajoutés. Et maintenant pour les puces M4 Max, moins intéressant au niveau de l'upgrade, parce que les puces M3 Max avaient déjà eu cette grosse upgrade l'année dernière, que les puces M3 Pro n'avaient pas eu. Donc on était passé notamment sur la M2 Max de 8 cœurs plus 4 à 12 plus 4. Donc là sur la puce M4 Max c'est la même chose, 12 plus 4. Donc pas un upgrade ici, c'est évidemment, ils ont amélioré l'architecture derrière, donc ils sont plus performants, hein. Ils tournent aussi à une plus haute fréquence, si je me souviens bien, donc vous aurez un gain de performance. C'est juste que, voilà, celui qui profite le plus, c'est vraiment la puce M4 Pro. Vous avez toujours la même quantité de cœur GPU aussi, donc pas d'upgrade à ce niveau-là. La quantité même de RAM minimum est basiquement la même. Et on a toutefois par contre une augmentation de la bande passante mémoire, mais seulement sur le plus gros modèle M4 Max, parce que l'ancien modèle, enfin le plus petit modèle, lui, est toujours à 410 gigabytes gigabytes à la seconde plutôt, parce que c'est un B majuscule, au lieu de 546 sur le plus gros modèle. Donc là, discutable cet upgrade. Selon moi, c'est peut-être pas la plus intéressante. Vraiment, la plus intéressante, c'est la puce M4 Pro. Donc ça, je pense qu'elle va être très intéressante, notamment pour moi, celui qui a le plus de valeur, c'est le modèle 14 pouces est excellent parce qu'il est vraiment petit, compact, mais très puissant. En version M4 Pro, le modèle de base, alors la quantité de stockage est clairement dommage, mais là, vous avez quand même des très bonnes specs. Alors là, on parle vraiment d'un PC pour travailler, parce que ces puces M4 et ces puces même Apple de manière générale sont très bonnes en édition vidéo, édition photo et tout ça, mais elles ne sont pas bonnes forcément partout. Il y a certains programmes où juste elles ont un petit peu du mal. Et puis aussi au niveau des jeux vidéo, ben là évidemment c'est pas le plus intéressant. Or, vous avez évidemment l'amélioration au niveau du ray tracing pour ces puces M4. Donc Apple en a beaucoup parlé à l'annonce des premières puces M4, qu'ils ont amélioré les performances ray tracing et tout, mais voilà, le ray tracing c'est surtout pour les jeux vidéo, donc est-ce vraiment intéressant pour des puces que vous allez surtout utiliser pour travailler, qui sont dans des ordinateurs orientés travail? Voilà. Alors, tout n'est pas bonne news pour Apple avec toutes ces annonces, parce qu'en Indonésie, l'iPhone 16 a été banni à la vente pour la simple et bonne raison que Apple avait promis d'investir jusqu'à 109 millions dans le pays, et ils n'ont qu'investi 95 millions. Donc, il manque 14 millions d'investissements. Et du coup, le gouvernement d'Indonésie s'est dit « Hey, tu n'as pas respecté tes engagements, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va bannir la vente de tous les iPhone 16 sur le pays. » Alors, personnellement, j'approuve la décision. Quand vous avez des énormes entreprises comme ça qui se permettent de ne pas respecter leur engagement parce qu'ils se disent « Oh, on est Apple, on est tellement grand, personne ne va nous affecter ou autre chose. » Mais ça fait plaisir de voir que des pays ne se laissent pas faire et juste les punir réellement. Parce que juste faire une amende ou autre chose, c'est juste le prix de faire du business. Par exemple, si là,
OK, ils n'ont pas pu investir il manque 14 millions. S'ils avaient fait une amende de 1 million, ben évidemment, Apple a gagné toujours de l'argent derrière. Et c'est ce qui arrive souvent aux États-Unis des fois, c'est que vous avez Apple, vous avez fait ça qui est très mauvais, ou Google, vous avez fait ça qui est très mauvais. Vous allez devoir payer 10 millions. Sauf que l'entreprise a gagné 100 millions en faisant cette décision. Donc, c'est juste le prix de faire du business, quoi. Mais là, bannir la vente des iPhone 16 va leur faire perdre certainement plus que 16 millions, ou plutôt plus que 14 millions dans le pays. Alors je sais que certaines personnes se disent « Oh, c'est juste l'Indonésie et tout ça », mais l'Indonésie, il y a beaucoup de personnes là-bas, et il y a forcément pas mal de personnes qui peuvent se permettre d'acheter un iPhone 16. Et donc toutes ces ventes perdues vont coûter plus que 14 millions de dollars. Ça, c'est sûr et certain. Alors, il y a toutefois une autre partie du ban qui est, selon moi, par contre, là, un petit peu abusé, c'est le fait qu'en plus d'avoir banni la vente d'iPhone 16, ils ont aussi banni le fait de posséder un iPhone 16. Oui, là, c'est peut-être un peu abusé parce que ceux qui avaient déjà acheté un iPhone 16, qu'est-ce qu'ils font, quoi? Ils peuvent pas le revendre, Apple va pas le reprendre, donc ils sont punis, alors que ils n'ont rien fait. Et puis surtout, si vous avez des touristes qui viennent en Indonésie, est-ce qu'ils ont le droit d'avoir un iPhone 16? Techniquement, non. Donc là, c'est un petit peu... Voilà, je ne suis pas convaincu par cette partie du ban. Bannir les ventes, totalement. Peut-être même bannir le fait ou alors, vous pouvez bannir le fait de posséder un iPhone 16, sauf si la personne peut prouver qu'il a acheté avant le ban, éventuellement, avec une facture ou autre chose. Mais bannir les gens de posséder un iPhone 16, même les touristes, là, c'est peut-être un peu abusé. Donc, ma foi, le gouvernement indonésien ici, selon moi, a fait du bon, mais aussi du mauvais. Donc, voilà, pas tout à fait équilibré. Ensuite, pour ceux qui voudraient toujours utiliser Windows 10 en 2026, pas d'inquiétude, Microsoft est là pour vous. Tout ce qu'il suffit de faire, c'est de sortir votre carte de crédit et payer 30 balles. Merci Microsoft. C'est réellement ce qui va se passer parce que Microsoft, en fin 2025, en octobre 2025, va arrêter de faire des mises à jour de sécurité pour Windows 10. Donc, basiquement, Windows 10 ne sera plus supporté. Il pourra toujours tourner sur votre PC, en fait. Mais c'est juste que s'il y a une faille de sécurité découverte ou autre chose, Microsoft sera en mode « Ah, c'est votre problème, vous vous débrouillez ». Et du coup, la seule solution d'avoir des mises à jour de sécurité, ce sera soit de passer à Windows 11, soit d'acheter un nouveau PC, ou alors, la troisième option qu'ils vont rajouter, le fait de payer 30 $ pour avoir un an de mise à jour de sécurité en plus. C'était normalement une solution qu'ils offraient seulement aux entreprises, et ça coûte plus cher pour les entreprises, parce que pour eux, ça va être 61 $ pour une année, 122 $ pour une deuxième année, et jusqu'à 244 $ pour une troisième année, ce qui est abusé. Mais pour les grands consommateurs, ce sera juste 30 $ pour une seule année. Mais vous ne pourrez pas faire une deuxième ou une troisième année par contre. Donc ça, c'est une nouveauté. Par le passé, ils n'avaient jamais fourni ça pour, on va dire, monsieur tout le monde. Certainement, ils le font parce qu'ils se rendent compte qu'ils peuvent faire de l'argent, vu que les gens qui n'ont pas de puce TPM 2.0 ne peuvent pas passer à Windows 11, techniquement. Et du coup, ils ont littéralement pas le choix de payer s'ils veulent avoir des mises à jour de sécurité. Donc ils se sont dit, hey, il y a une opportunité pour se faire de l'argent ici. C'est génial. Donc là, moi, j'ai juste envie de dire, l'Union européenne devrait peut-être regarder à ça. En tout cas, il devrait dire, Microsoft, vu que vous fournissez déjà ces mises à jour de sécurité pour les entreprises, vous devriez les fournir pour le grand consommateur, sans qu'ils doivent payer ou autre chose, parce que littéralement, ces mises à jour de sécurité seront faites quoi qu'il arrive. Elles existent. C'est juste que Microsoft décide de ne pas les envoyer aux utilisateurs, ce qui est une honte, franchement. Faire payer les entreprises, là, c'est discutable, même si, selon moi, ils ne devraient clairement pas le faire. Mais bon, bref. Dans tous les cas, oui, c'est ça qui est assez abusé, c'est qu'ils vont les faire, ces mises à jour. Quoi qu'il arrive, ils vont les faire. Mais si vous voulez les avoir, vous devrez payer, quoi. C'est assez honteux. Et derrière, ils en profitent parce que soit vous payez, soit vous achetez un nouveau PC. Et du coup, forcément, d'un côté ou de l'autre, ils vont gagner de l'argent. Donc, ma foi, moi, ce que je vous dis, c'est que je vais prévoir une vidéo là-dessus parce que c'est possible d'installer Windows 11, évidemment, sur un PC qui n'a pas de puce TPM 2.0. Alors, la procédure peut changer un petit peu. Si vous avez une puce TPM 1.0, il y a pas mal de PC qui en ont. Là, vous pourrez assez facilement faire tourner Windows 11. Mais si vous n'avez carrément pas de puce TPM, c'est là que ça devient un peu plus compliqué, mais c'est toujours possible. Donc ma foi, vous aurez certainement une vidéo de ma part
Je vais pas la faire tout de suite parce que c'est pas encore tout de suite que Windows 10 va arrêter d'être supporté. Je la ferai certainement l'année prochaine, quand ce sera actuellement le moment où ça va arriver. Et du coup, je vous ferai une vidéo sur comment faire en fait, comment contourner les restrictions de Microsoft afin d'avoir Windows 11 sur un ancien PC et du coup, profiter toujours de mises à jour de sécurité. Et je mettrai aussi certainement une autre solution, c'est que pour ceux qui ne pourront vraiment pas, une autre solution, c'est juste peut-être mettre Linux sur votre PC, franchement. Surtout si vous avez un ancien PC, que vous jouez pas trop à des jeux vidéo, et même encore, si vous jouez à des jeux vidéo, c'est tout à fait possible maintenant d'en faire tourner pas mal, mais ça peut être juste une solution. Mettre Linux dessus, et là, vous êtes tranquille. Vous aurez des mises à jour de sécurité bien plus longtemps. Ensuite, nous avons des premiers chiffres de performance pour le Ryzen 7 9800X 3D. Nous avons aussi le prix qui devrait pas mal piquer, même si techniquement le prix du 7800X 3D a pas mal augmenté aussi ces derniers temps. Mais il devrait sortir pour 479 $, c'est-à-dire qu'en Europe, il sera certainement à plus de 500 €, donc c'est sacré prix. Là, vous voyez le problème avec le fait que une seule marque domine le marché. Genre, pour ceux qui se réjouissent que Intel a des problèmes et qui se réjouissent que AMD soit au top ou autre chose, mais non, ne faites pas ça. Ce que vous devriez vous réjouir, c'est que Intel et AMD se concurrencent, qu'ils sortent tous les deux des bons produits et qu'il y ait une synergie, qu'ils soient obligés d'entrer en compétition et que derrière le consommateur gagne. Parce que le problème, on le voit directement, c'est que comme AMD est au top maintenant, ils ont moins de raisons de faire mieux en fait. Et donc, ils vont aussi augmenter leur prix. Donc là, on le voit, 479 $, c'est plus cher que le 7800X 3D à sa sortie. Alors que tous les autres Ryzen 9000, techniquement, étaient au même prix que les Ryzen 7000 et même certains étaient moins chers à la sortie. Donc vous voyez que là, AMD est littéralement en mode « Oh, les Core Ultra sont pas intéressants ? Bon, on va faire une petite augmentation de prix. » Et on l'a vu avec le 7800X 3D aussi qui a énormément monté en prix. Alors les Ryzen 9000 par contre baissent en prix, mais ça c'est encore autre chose. Bref, du coup, en plus du prix, nous avons eu aussi des chiffres de performance de la part d'AMD parce qu'ils ont annoncé officiellement le processeur. Alors, c'est des chiffres qui viennent d'AMD, à prendre avec des pincettes parce que c'est forcément des chiffres qui vont montrer la... Bon, on peut même parler du fait que, je vous rappelle qu'à la sortie des Ryzen 9000, les chiffres AMD étaient juste totalement pas ce que les reviewers avaient. On ne sait pas encore exactement comment AMD avait testé parce que franchement, ils avaient des gains de performance qui n'étaient pas retrouvés chez d'autres personnes. Donc tenez-en compte. Ici, ça semble être beaucoup plus réaliste toutefois parce qu'ils ont trouvé que le 9800X 3D était 8% plus performant que le 7800X 3D, ce qui semble plutôt correct parce que je vous rappelle que les Ryzen 9000 sont genre 4-5% plus performants que les Ryzen 7000 en jeux vidéo. Dans le meilleur des cas, souvent en moyenne. Mais ici, le 9800X 3D a un avantage par rapport au 7800X 3D, c'est le fait que AMD a amélioré le cache X 3D et notamment, il est moins sensible à la chaleur et donc ce 9800X 3D a des meilleures fréquences. Et donc, meilleures fréquences, profite mieux dans les jeux et donc un meilleur FPS. Donc c'est certainement pour ça qu'on atteint 8% de performance supplémentaire par rapport au 7800X 3D. 8%, c'est pas non plus incroyable, franchement. Surtout si vous avez acheté un 7800X 3D à 350 €, parce qu'ils étaient à 350 € à un moment, vous êtes bien, vous êtes vraiment bien. Parce que là, il y a littéralement aucun processeur sur le marché qui fait mieux pour le même prix. Vous avez le 9700X qui a commencé à baisser de prix et qui, avec la dernière mise à jour de BIOS, a gagné en performance mais aussi en consommation. Donc, vous gagnez, vous perdez d'un côté. Mais le 9700X est devenu plus intéressant et il a surtout chuté en prix. Donc là, ça pourrait être le processeur gaming à prendre en fait. Ou surtout avec le 7800X 3D qui a aussi pris énormément en prix derrière, c'est clairement une très bonne option. C'est pas le meilleur, mais il est tellement à un bon prix par rapport à ces deux autres, par rapport à ce 7800X 3D et ce futur 9800X 3D, que ça pourrait être celui que je recommande le plus, franchement. Mais bon, dans tous les cas, 8% de performance en plus par rapport au dernier 7800X 3D, 7800X 3D, c'est compliqué à dire des fois. Et ils ont aussi comparé pour le LOLs face au 285K de chez Intel. Et là, ça fait un peu plus mal. 20% plus performant que le 285K. Et vous voyez que certains jeux, ça va encore. Mais d'autres jeux, par contre, oui, Cyberpunk,
59% de performance en plus. Je l'ai vu notamment avec le 7800 X3D. Le Cyberpunk profite énormément du cache X3D d'AMD. Et on peut le voir d'ailleurs que Cyberpunk, par contre, du 7800 X3D au 9800 X3D, il y a juste 1% de performance en plus. Donc vous voyez que au final, pas vraiment un énorme gain dans ce jeu-là. Tant que vous avez un cache X3D, c'est bon, quoi. C'est là où vous avez le plus de performance, quoi. Mais bon, le 285K est juste à la ramasse totalement. Ensuite, pour ceux qui voudraient passer justement à ces nouvelles plateformes et ces nouveaux processeurs, eh bien, nous avons des nouvelles cartes mères en B860 chez Intel et B850 ainsi que B840 chez AMD qui vont bientôt arriver apparemment. Donc, ce sont évidemment des chipsets moins chers qui vont permettre d'être plus abordables et tout simplement permettre à des gens de faire des configs pour moins cher sur ces nouvelles plateformes. Alors, est-ce vraiment nécessaire? Pas totalement. Alors, pour Intel, oui, parce que c'est un nouveau socket, donc vous êtes obligé de prendre une nouvelle carte mère pour passer au nouveau Core Ultra. Mais pour AMD, vous pouvez toujours utiliser une ancienne carte mère en B650 ou même en A620 qui sont vraiment pas chers. Bon, vous n'avez aucune capacité d'overclocking ou autre chose, mais si vous voulez juste faire un PC vraiment pas cher, prenez juste ça. Donc là, pour AMD, pas totalement convaincu. Il y a aussi le fait que, comme vous pouvez voir, il y a un B850 et un B840. Pourquoi? Alors, peut-être que moi, ma théorie, c'est que le B850 sera le remplaçant du B650E, et puis le B840 sera le remplaçant du B650 non-E. Ce qui serait tout à fait logique de mieux les séparer d'un point de vue marketing, mais tout en gardant les mêmes différences. Donc, le B850, à mon avis, supporterait mieux le PCI Express 5.0, et le B840 aurait moins de support PCI Express 5.0. Donc, voilà. Après, on ne sait pas trop, évidemment, ce que AMD prévoit. Le fait qu'ils n'ont pas trop de concurrence de la part d'Intel pourrait faire en sorte qu'ils vont peut-être faire des choses pas forcément les meilleures pour le consommateur, donc il faudra voir ça. Mais bon, il y a pas mal de modèles qui devraient arriver. Vous pouvez voir qu'il y a pas mal de modèles déjà présentés. Ceux qui pourraient m'intéresser, notamment, il faut le savoir, ASRock a fait des très bons modèles B650. J'ai vu une vidéo d'Hardware Unbox où il a testé toutes les cartes mères B650 et même toutes les X870 récemment. Il a trouvé que ASRock, notamment sur les B650, a fait un plutôt bon job sur les VRM. Donc là, j'ai hâte de voir ce qu'ils ont fait sur ces B850. Et notamment, vous pouvez voir qu'il y a une B850i Lightning Wi-Fi, donc ça doit être une version ITX, c'est ça? J'attends de voir ce que ça donne. Ensuite, on a plus de news sur les futurs CPU AMD mobiles et notamment les... je suis désolé de vous faire subir ça, mais les futurs Ryzen AI Max Plus 395 et les futurs Ryzen AI Max 390 ainsi que les Ryzen AI Max 385. AMD, vous êtes peut-être les meilleurs en ce moment d'un point de vue performance et consommation, mais alors ce nom... Alors, au niveau de choisir des noms, vous êtes les pires, franchement. Qui a décidé que c'était un bon nom pour des CPU? Je ne sais pas. Mais certainement, cette personne devrait soit réviser ses choix de vie ou soit changer de carrière. Bref, dans tous les cas, ces nouveaux CPU, je vous rappelle, ce sont évidemment les Strix Allo. Donc, ce sont des CPU avec un GPU massif, jusqu'à 40 CU sur le Ryzen AI Max Plus 395, mais aussi le Ryzen AI 390, et jusqu'à 32 CU sur le plus petit modèle, et vous avez jusqu'à 16 cœurs 32 threads. Donc, des processeurs mobiles qui seraient parfaits pour concurrencer Apple, en fait. Ils sont littéralement faits pour concurrencer Apple, parce qu'ils vont être utilisés dans des pseudo MacBook Pro, des ordinateurs assez fins mais pas trop fins non plus, qui n'ont pas forcément un look gamer, vraiment des trucs faits pour les professionnels et tout ça. Je vois bien dans les Asus ProArt, dans les Messi modernes, je sais pas quoi, je sais plus comment c'est le nom, Prestige, je sais plus leur nom de gamme professionnelle, mais dans tout ce qui est un petit peu ultrabook professionnel, vous allez certainement voir ce genre de processeur arriver. Alors il faudra voir parce que il y a eu des news comme quoi AMD a énormément de problèmes à fournir des puces mobiles à leurs partenaires, au point même que ces partenaires-là en ont marre, que ce soit Asus, MSI, tout ça, et c'est juste, il y a tellement de problèmes d'approvisionnement qu'ils n'arrivent pas à maintenir un stock d'ordinateurs portables avec ces puces AMD, et du coup, c'est embêtant pour eux, forcément, ça semble logique. Donc ça, c'est certainement dû au fait que il faut savoir,
AMD utilise TSMC. TSMC est débordé parce que tout le monde utilise TSMC. Même Intel utilise TSMC avec les corps Ultra. Et du coup, leur capacité de production est juste limitée, en fait. Donc, bien souvent, si vous voulez plus de capacité de production, vous devez la réserver à l'avance, payer à l'avance. Mais vous avez des gros acteurs comme Nvidia qui a juste réservé énormément de capacité de production. Donc, peut-être qu'AMD n'a pas réussi à sécuriser plus de capacité de production. Et donc, ça semble logique. Si vous avez une capacité de production limitée, où est-ce que vous la mettez? Ben, vous la mettez sur les processeurs EPYC. Parce qu'un processeur EPYC, pour une taille similaire à un de ces Ryzen AI, aussi bien en termes de silicium que vous utilisez, vous allez le vendre 5 fois plus cher. Vous allez vous faire beaucoup plus d'argent. Et même sur les Ryzen de PC fixe, un Ryzen 7000 ou 9000, vous allez le vendre beaucoup plus cher parce que AMD vend directement leur processeur. Donc ils peuvent fixer le prix et avoir on va dire, les marges qu'ils veulent. Sur les processeurs mobiles, le problème, c'est que ça semble logique. Quand AMD va vendre un de ses processeurs mobiles à une marque telle que MSI, Asus, Gigabyte, tout ça, tous les gros constructeurs d'ordinateurs portables, ces constructeurs d'ordinateurs portables vont un peu négocier des prix avec AMD. Ils vont dire, hey, tu peux le faire un petit peu moins cher. Et donc là, leur marge est juste réduite. Surtout que le marché du PC portable est énormément concurrentiel. Donc là, c'est juste moins intéressant en fait. Donc là, je comprends pourquoi AMD a des problèmes de stock parce que, oui, juste, ils ont des capacités limitées à cause de TSMC. Autant les garder pour ce qui rapporte réellement de l'argent, ce qui est tout à fait logique. Après, c'est pas une excuse non plus pour AMD. Ils auraient dû mieux prévoir le coût. Ils auraient dû peut-être aussi juste éviter de lancer des produits s'ils savaient qu'ils n'allaient pas avoir assez de production. Ou juste aussi peut-être négocier plus en avance avec TSMC pour avoir plus de capacité de production, quitte à payer plus cher. Mais bon, ça c'est tout un univers qui, évidemment, ne concerne pas, on va dire, le grand consommateur. Les négociations entre les grandes marques, les fournisseurs et tout ça, c'est quelque chose d'assez complexe et certainement AMD avait des limites quoi qu'il arrive à cause de TSMC, mais encore une fois, c'est pas non plus totalement une excuse. On peut voir notamment qu'ils ont jusqu'à 16 lignes PCI Express 4.0, donc ça devrait être plutôt prometteur pour aussi juste avoir plus de ports en entrée et en sortie, peut-être plus d'USB 4.0 et tout ça, parce qu'ils pourraient utiliser, les constructeurs pourraient utiliser une partie de ces lignes PCI Express pour ça. On voit aussi que, alors là, il y a un truc qui m'intéresse, je vois qu'il y a un truc écrit 32 mégabytes, mais là, à côté, sur les autres non Strixalo, il n'y a pas ce 32 MB. Donc, quel est ce cache? C'est peut-être un cache Infinity pour le GPU, comme c'est le cas notamment sur certaines RX, même toutes les RX 7000. Je ne sais plus si les RX... Oui, il me semble que les RX 6000 aussi en avaient, donc peut-être que ça vient de là. On voit aussi que la quantité de cache L3 a augmenté, donc il faudra voir, mais il y a des petits trucs qui sont plutôt prometteurs là-dedans. On voit aussi que ça supportera de la LPDDR5X ici jusqu'à 8000 mégatransferts, comme il l'indique clairement. Mais je rappelle que par contre, cette mémoire sera directement sur le SoC, un petit peu comme les Core Ultra actuels. C'est dû au fait qu'ils veulent booster les performances un maximum pour le GPU, donc ils veulent une mémoire très rapide, ce qui est bon pour les performances, mais ça veut dire aussi que la mémoire est soudée, donc bonne chance pour upgrade la mémoire plus tard. Mais bon, bref, dans tous les cas, très intéressé personnellement par ces puces Strixalo. On a aussi les puces Z2. Il y a eu une confirmation comme quoi les puces Z2, c'est une update par rapport à la semaine dernière, oui. Les puces Z2 auront réellement jusqu'à 16 CU au niveau du GPU. C'est juste que AMD voulait peut-être faire plus de modèles, mais ils sont revenus en arrière. Mais le plus gros modèle, qui sera le Z2 Extreme, aura bien 16 CU. Donc ça, c'est évidemment une bonne news pour tout ce qui est peut-être un Steam Deck 2.0 ou d'autres appareils mobiles comme ça. Valve a toutefois indiqué qu'il ne voudrait juste faire une upgrade du Steam Deck que quand il y a quelque chose d'intéressant à upgrade. Donc ils ne veulent pas faire une upgrade chaque année juste pour le plaisir de faire une upgrade. Mais là, je pense que quand même passer du SoC que vous avez dans le Steam Deck première génération à une puce Z2 extrême, vous allez avoir un sacré gain de performance, donc je pense que ça vaut totalement la peine de le faire, Valve. Donc faites-le. Ensuite, au niveau des CPU Intel, si vous êtes toutefois intéressé de les acheter, peut-être encore une fois vous utilisez beaucoup la suite Adobe, et notamment Adobe Premiere Pro ainsi qu'After Effects, et que vous en avez un peu moins rien à faire des jeux vidéo,
ou juste vous jouez en 4K et là c'est moins important la différence entre deux CPU, eh bien il faut savoir que Intel n'a pas vraiment réglé le problème de CPU qui se plient. C'est pour ceux qui ne savent pas, les anciens Core Intel de 12e, 13e et 14e génération avaient un problème qui fait que avec le socket LGA 1700, la pression n'était pas appliquée partout sur le CPU de manière uniforme et du coup celui-ci pliait un petit peu. Et en pliant, le problème, c'est que quand vous mettez un refroidissement par-dessus, ce refroidissement ne faisait pas un contact parfait partout. Il y a des endroits où il y avait juste un petit peu plus d'espace entre le refroidissement et le CPU. Et donc, même s'il y avait de la pâte thermique, ça coûtait un petit peu en transfert de chaleur, ça augmentait la température de ces processeurs-là. Donc vous avez des solutions qui sont sorties, notamment chez Thermal Grizzly, d'un contact frame, donc c'est littéralement une plaque en métal que vous mettez à la place du socket CPU, enfin du système de rétention. Donc vous démontez le système de rétention Intel et vous mettez ça par-dessus pour sécuriser le CPU, déjà pour éviter qu'il sorte du socket, mais aussi pour faire en sorte que la pression soit la même partout et du coup que celui-ci soit gardé le plus plat possible. Et du coup, j'en arrive, les Core Ultra 200 souffrent toujours du même problème parce que ici vous avez Thermal Grizzly, donc notamment Debauer qui je ne sais pas s'il est le CEO de Thermal Grizzly, mais c'est sa compagnie en tout cas. Il a du coup fait des tests et il a vu qu'il avait une amélioration de 6 degrés de la température. Donc la température a diminué de 6 degrés en mettant juste le contact frame. Donc ma foi là, c'est quand même, selon moi, assez stupide que Intel... alors évidemment, quand ils ont sorti le LGA 1700 et qu'ils ont vu qu'il y avait ce problème-là, certainement ils auraient pu s'en rendre compte dans leurs tests et tout ça. Mais ok, voilà, le socket LGA 1700 est sorti. Mais après toute la polémique qu'il y a eu, après que des produits pareils soient sortis, quand ils ont designé le nouveau socket, le LGA 1800 ou je sais plus combien, ils n'ont pas fixé le problème, ce qui selon moi est juste stupide. Tu fais un nouveau socket et tu fixes pas le problème. Alors oui, les températures des Core Ultra 200 sont très bonnes. Je l'ai vu dans mes tests. Franchement, ils sont bien refroidis. Mais profites-en pour fixer aussi le problème. Genre, ça va leur coûter combien de faire ce fixe? Bon, après, c'est vrai qu'Intel est peut-être un peu des problèmes d'argent en ce moment, donc peut-être qu'ils essayent d'économiser un maximum. Je rappelle qu'ils ont viré des employés et tout ça, dû au fait que leur action a diminué et aussi qu'ils font moins de ventes et qu'ils ont clairement des problèmes. Mais bon, quand même, ils auraient pu, selon moi, designer mieux le socket et juste faire en sorte que cette pression soit mieux égalisée et que les performances, le contact soit mieux fait et du coup, le refroidissement soit mieux fait sur ces processeurs-là. Alors tenez compte que ça va varier quand même d'un refroidissement à l'autre. Il y a certains refroidissements du fait que peut-être que le refroidissement est un peu bombé, peut-être que certains fabricants optimisent leur refroidissement pour compenser une partie du fait que le CPU soit bombé en partie. C'est tout à fait possible que chez certains constructeurs, oui, le gain soit juste 2 degrés, et chez d'autres, ce sera 6 degrés. Donc tenez-en compte, ça peut varier énormément. Et ça peut varier d'un processeur à l'autre aussi. Mais une chose est sûre, quoi qu'il arrive, euh, si vous avez un Core Ultra 200, peut-être pensez à investir là-dedans. Ça coûte, il me semble, 20 euros un contact frame. Donc c'est 20 euros pour 6 degrés d'amélioration. C'est pas mal, c'est pas mal. Ensuite, on a une news qui va juste me concerner moi, qui m'intéresse personnellement, mais que la plupart des gens qui vont regarder vont être juste en mode ok Aurélien, à quoi ça sert? Mais vous avez Elmore Labs qui a sorti le PMD2. Et le PMD2, vous allez me dire, c'est quoi derrière ce petit nom très intéressant? C'est tout simplement un appareil, un morceau de PCB avec quelques puces dessus, et surtout plein de connecteurs qui permettent de calculer la consommation de tout ce que vous branchez dessus. Donc là, vous avez, comme vous pouvez voir, un 24 pins, vous avez 2 8 pins pour le CPU, et puis vous avez la même chose sur le côté là, parce que vous faites rentrer l'alimentation de votre alimentation et vous faites sortir vers la carte mère d'un côté. Et comme ça permet à cet appareil-là de regarder, ok, oh, le 24 pins de la carte mère, il consomme autant. Il y a autant de watts qui passent dessus. Les voltages sont à autant. Et puis, il fait aussi pour les câbles CPU, pour chaque câble CPU, donc vous pouvez voir la différence entre les deux. Et ils le font aussi pour le GPU. Donc vous avez 3 8 pins GPU, PCI Express, 3 8 pins en sortie. Et maintenant, c'est la nouveauté justement du PMD2, c'est le fait que vous avez le nouveau connecteur 12 plus 4 pins PCI Express qui du coup permet d'être monitoré via ce bête morceau de PCB. Et
Ils fournissent évidemment les extensions qui vous permettent de rebrancher ensuite à vos composants. Et ça va vous permettre de juste parfaitement voir ce qu'ils consomment et combien ils consomment. Vous avez aussi une connexion USB type C vers un ordinateur. Vous pouvez brancher dans le même ordinateur que vous comparez la consommation, mais vous pouvez aussi le brancher dans un ordinateur portable, c'est tout à fait possible. Donc ouais, ça sert à rien pour tous ceux qui regardent cette vidéo. En tout cas, 99,9% des gens qui regardent cette vidéo, je vais juste être en mode cool Aurélien, mais ça sert à rien pour moi. Mais pour moi, ce serait plutôt intéressant, je pense clairement en acheter un, surtout que en termes de prix, vous allez me dire, oh, un truc aussi spécifique, ça doit quand même coûter cher. Ça coûte juste 99 $. Alors certaines personnes vont se dire, non, 99 $ pour ça, c'est hyper cher. Mais pour un truc si spécifique que pas beaucoup de gens veulent utiliser, c'est plutôt honnête comme prix. Donc franchement, je pense que je vais m'en prendre un parce que ça peut être très intéressant, notamment pour la sortie des futurs RTX 5000 ainsi que les RX 8000. Et d'ailleurs, en parlant de ça, on arrive justement sur la news sur le fait que les GPU RDNA 4.0 pourraient arriver début 2025. Ça a été confirmé par Lisa Su, qui est évidemment la CEO de AMD. Et donc, ça arriverait en même temps que les RTX 5000, parce que les RTX 5000 vont certainement être annoncés lors du CES 2025, qui est à Las Vegas début janvier. Donc, c'est, il me semble, le 7 au 9 janvier, quelque chose comme ça. Donc, on aura la présentation des RTX 5000 à ce moment-là. Donc, elle devrait sortir en toute logique, les premières en tout cas fin janvier, quelque chose comme ça. Et puis, les autres suivront derrière. Et comme je rappelle qu'avec les RX 8000, AMD va se concentrer sur le marché milieu de gamme, ben, ça veut dire que leur sortie devrait plutôt bien correspondre avec les RTX 5000 milieu de gamme. Donc là, ça va être plutôt intéressant. Alors, c'est dommage pour des personnes comme moi qui ont une RX 7900 XTX parce que ça veut dire que techniquement, il n'y aura pas de remplaçante à cette carte graphique-là. AMD va juste faire une remplaçante au mieux à la 7800 XT, qui sera beaucoup plus performant, je l'espère en tout cas. Donc, même si cette nouvelle RX 8800 XT arrive à égaler une 7900 XT, ou même arrive à pratiquement égaler une 7900 XTX, ce qui serait génial, ben pour moi, il n'y a juste pas d'upgrade, parce que j'ai déjà une 7900 XTX. Donc, ça, c'est clairement dommage. Mais tenez compte que le gros du marché gaming, il est au niveau des cartes milieu de gamme. Les cartes Nvidia de la série 4000 qui se vendent le plus, c'est les 4070, les 4060. Donc c'est là où il y a un énorme marché que AMD veut se concentrer, parce que avoir des grosses cartes graphiques haut de gamme, c'est bien, mais quand vous prenez le marché milieu de gamme, surtout si vous arrivez vraiment à convaincre les consommateurs, ben ça vous permet d'avoir plus de parts de marché. Et quand vous avez plus de parts de marché, ben les développeurs ont plus de raisons de peut-être investir du temps à développer pour vos fonctionnalités ou à améliorer les performances avec vos GPU. Et ça, c'est assez important. Et c'est ça que, quand vous êtes développeur, franchement, vous regardez le marché, vous êtes en mode, OK, j'ai un temps limité, il faut que j'optimise mon jeu. Vous regardez et vous voyez que 80%, je crois, ou 70% des gens ont des GPU NVIDIA. Ben, vous vous dites, ah, OK, ben, je vais optimiser pour NVIDIA. Et c'est aussi simple que ça. Donc, c'est quelque chose qui est assez important, avoir plus de parts de marché juste pour cette raison-là. Maintenant, apparemment, et ça c'est d'autres news qu'on savait déjà, mais il y a une autre nouveauté, c'est le fait que AMD pourrait introduire un équivalent au Tensor Core d'NVIDIA dans leur nouveau GPU, ce qui leur permettrait notamment de enfin avoir un FSR accéléré par IA, qui du coup arrivera à mieux concurrencer DLSS, parce que il faut quand même le dire, DLSS reste meilleur que FSR, surtout dans les plus basses résolutions. Quand vous jouez en 1080p et que vous activez FSR, c'est un peu flou. C'est pas le plus net possible. Le gain de performance est génial, mais ça reste un peu flou parce que le rendu est fait en 720p et là, FSR a juste du mal à upscale ce genre de choses. Donc là, c'est une force clairement de DLSS. Après, FSR aussi a l'avantage d'être disponible sur beaucoup plus de GPU, y compris des GPU NVIDIA. Donc c'est aussi un avantage derrière. Dans tous les cas, ce serait une bonne chose. Selon moi, AMD doit juste améliorer leurs défauts, en fait. Leurs performances en rasterisation sont meilleures qu'NVIDIA pour le même prix. Si vous regardez, une 7800 XT est plus performante en rasterisation, donc dès que vous n'activez pas le ray tracing, qu'une RTX 4070 au même prix. Mais dès que vous activez le ray tracing, que vous utilisez des fonctionnalités comme DLSS, c'est là qu'NVIDIA arrive à prendre un avantage par rapport à AMD. Et c'est pour ça que selon moi, même la 4070, même si elle est moins bonne en rasterisation pour le même prix, dû au fait qu'elle a des meilleures performances ray tracing et tout ça, c'est une carte graphique que je continue de recommander parce que
c'est peut-être pas la meilleure valeur au monde ou autre chose, mais c'est une valeur plutôt solide de la part d'NVIDIA. Et c'est pour ça que j'aime assez bien cette carte graphique. Bon, la 4060 Ti, par contre, voilà, vous savez ce que j'en pense. Et la 4060 aussi. Elles sont intéressantes d'un point de vue prix pour le consommateur, vu que vous pouvez les acheter. Mais ouais, elles auraient pu être clairement plus performantes. Ça, c'est sûr et certain. Enfin bref, dans tous les cas, ça, c'est le premier truc. Et il y a aussi le fait que je vous rappelle que RDNA 4.0 devrait améliorer les performances en ray tracing. Et c'est notamment quelque chose qu'ils ont déjà mis dans la PlayStation 5 Pro. Ils ont mis leur meilleur hardware pour le calcul du ray tracing. Et donc ça, il faudra voir ce que ça va donner justement avec ces RX 8000. Parce que AMD est clairement à la traîne par rapport à Nvidia au niveau du ray tracing. Donc s'ils arrivent à combler leur manque, rattraper leur retard, ben, en plus des bonnes performances rasterisation, s'ils ont des bonnes performances ray tracing et ils arrivent à améliorer FSR pour être meilleurs, ben là, Nvidia aura du souci à se faire, franchement. Même si les cartes graphiques AMD peut-être consommeront plus, bien souvent, j'ai déjà fait des sondages, les gens veulent juste une carte graphique la plus performante pour le prix. Donc si c'est une carte graphique AMD, ben, ils vont les acheter. Donc peut-être que leur stratégie ici de se concentrer sur le milieu de gamme sera intéressante pour eux. Mais bon, pas pour tout le monde, encore une fois pour moi. J'aurais pas vraiment d'upgrade, donc ma foi. Dans tous les cas, c'est à peu près tout pour ce Texamash aussi. J'espère que vous avez bien apprécié. Si c'est le cas, pour laisser un pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, pour laisser un pouce rouge. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous dis ciao, ciao.